Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui dévoile les coulisses de l'engagement et qui met en lumière les ONG. Dans les épisodes de cette deuxième saison, j'ai décidé de donner la parole à des artistes, des femmes et des hommes connus du grand public qui ont choisi de mettre leur notoriété au service des grandes causes. L'artiste que je reçois aujourd'hui est entré dans nos vies grâce au théâtre, au cinéma et à la télévision. Mais mon invité s'illustre également par son engagement profond pour des causes. Vous avez admiré mon invité si vous avez vu des films comme Le Pacte des loups, Vénus Beauté ou Capitaine Conan, pour lequel il a été nommé au César. Il est aussi un visage familier des spectateurs de France 2, car il tient le rôle phare de la série Alex Hugo. Au-delà de son succès à l'écran, c'est un homme au grand cœur que je reçois, car il met son image, son énergie et sa notoriété au service de plusieurs causes, comme la protection de la planète ou l'aide aux familles touchées par l'autisme. Il est d'ailleurs l'auteur d'un roman, Le bonheur que je ne souhaite à personne, un livre qui se penche sur cette question qui le touche tout particulièrement. Je suis ravie d'accueillir dans ce podcast Samuel Le Bihan. Bienvenue Samuel. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour, merci Mademoiselle Pitch. Pour nos auditeurs qui te connaissent avant tout comme comédien, voici quelques éléments marquants de ton parcours pour lancer un peu la discussion entre nous. Avant d'embrasser ta carrière d'acteur, je crois que tu te destinais aux beaux-arts. Qu'est-ce qui a tout changé ? Je voulais faire un métier artistique, je viens d'une famille ouvrière et on n'avait pas beaucoup de moyens. Et moi, je rêvais d'une vie de bohème, de rencontres, de voyages, de richesse culturelle. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était plus beau, plus riche. Et donc, comme j'étais pas mauvais en dessin, je me disais, tiens, c'est un axe acceptable en tout cas. Je rêvais de faire les beaux-arts et sans arrêt, ils changeaient les règles du concours, ce qui le rendait un peu inaccessible pour moi. Et là, j'ai rencontré une bande de dingues qui faisaient du théâtre. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. On dormait dans le théâtre, on faisait des choses, on jouait. Tout d'un coup, il y avait... C'est moi qui étais très isolé quand je dessinais, j'étais assez seul dans mon monde, qui était riche aussi, parce que on rentre, c'est une espèce de trip quand même. Mais là, le trip se partageait à plusieurs et c'était assez enthousiasmant, quoi. Il n'y avait pas une prof de français qui était un peu derrière le lancement de cette vocation, qui Alors, t'a fait aimer les mots ? il y a eu plein de profs, c'est là où les profs, vraiment, c'est des gens qui peuvent changer votre destin. J'ai eu une prof de français, un autre prof de français. Alors j'étais vraiment très mauvais. J'étais plutôt bon d'ailleurs en sciences. C'est ça qui est assez étonnant. J'avais plutôt un profil d'ingénieur. Mais je m'accrochais, ce pourquoi je n'étais pas doué et qui me fascinait sûrement énormément, c'était le français, la littérature, l'écriture, la poésie, toutes ces choses-là pour lesquelles j'étais moins bon, mais pour lesquelles j'avais beaucoup de fascination. Et ces professeurs le sentaient, m'encourageaient et m'ouvraient des portes sur le savoir, sur le théâtre. Je pense que c'était un moyen de rendre les choses un peu concrètes, je dirais. Apprendre un texte, le jouer en classe, faire rire tout le monde, parce que vous avez fait du Molière et que tout d'un coup, ça reste... C'est de la culture, c'est de l'histoire, c'est une richesse de langue, c'est plein de choses. Et c'est votre prof qui vous donne accès à ça, donc il crée des ponts, des liens. Et ça change votre vie, vraiment. Alors tu fais le lien avec ma deuxième question parce que tu es également auteur. Je l'ai dit, tu as écrit Un bonheur que je ne souhaite à personne, un roman poignant qui a un peu et beaucoup été inspiré par ton expérience personnelle avec l'autisme. Mais tu as écrit aussi No Man's Land, Les bidonvilles du froid, tu t'es pas arrêté là, un livre qui traite des plus démunis en Mongolie. Je suis presque jalouse parce que je connais pas ce pays que j'aimerais découvrir, avec des très belles photos de Richard Ojard. Mm-hmm. Quand tu écris, c'est dans les deux cas pour sensibiliser, et pourtant c'est étonnant parce que tu es acteur, tu choisis un autre art que le tien pour t'exprimer, celui de l'écriture. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les mots ? Je vais répondre autrement à la question parce que
comment est venu Nomadsland ? J'étais au conseil d'administration d'Action contre la faim. J'étais allé sur des missions en Afrique. Et là, je voyais qu'il y avait un choc à la fois économique, climatique et culturel en Mongolie, où le pays avait été sous perfusion pendant l'URSS, et tout d'un coup, là, ils découvraient l'économie de marché, la mondialisation, et ils étaient broyés par, en plus, un dzud, qui est un vent froid, moins 60 degrés, qui avait tué le bétail, et une économie qui devait se reconstruire. Et donc, il y avait énormément de gens qui étaient à la rue, mais il faut savoir que là-bas, il fait moins 40, quoi. Donc, ils vivaient dans les sous-sols. Et je me suis dit, il y a un sujet à traiter, donc j'en ai parlé à envoyé spécial, j'aurais dit que j'avais envie de parler de ça. On est parti donc avec mon copain Richard Aujar, et on allait raconter cette histoire de ces Mongols qui vivaient aux abords d'Oulan-Bator dans leur yourte, mais c'était devenu un bidonville. Et on n'a pas l'habitude dans l'hémisphère nord d'avoir des bidonvilles. Et donc c'était raconter tout ça. Donc à la fois on a raconté les chercheurs d'or, les gamins qui vivaient en bande dans les sous-sols, plein d'histoires comme ça, et il nous arrivait plein d'aventures. Et c'était aussi un livre, parce que Richard faisait les photos, et j'écris le texte un peu comme un carnet de voyage. Oui. C'est de faire un espèce de constat comme ça, objectif, qui raconte notre société, notre monde, à travers des endroits qui morflent. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est un pays qui avait énormément de ressources minières et qui a une économie florissante aujourd'hui, qui s'est complètement relevée, quoi. Donc c'est impressionnant comme le pays a changé. Mais en l'occurrence, il y avait un père qui vivait avec son enfant dans la rue, et ça a changé leur destin parce qu'on a pu les raccorder à une association qui s'est occupée d'eux et donc qui a pu scolariser l'enfant et le faire vivre dans un endroit propre, puisqu'il vivait dans les sous-sols d'Oulan-Bator, quoi. Et alors, tu n'as pas tout à fait répondu à la deuxième partie de ma question. Pourquoi les mots. l'écriture ? Ouais. Pourquoi l'écriture ? Parce que j'ai l'impression que... Je vis avec maintenant. C'est-à-dire que je passe mon temps... je dois lire énormément de choses. Tous les projets se font à partir de l'écriture. C'est notre plan à nous. Quand un architecte fait un plan de maison, nous, on écrit un scénario. Et donc, tout se fait avec les mots. Les mots ont énormément de valeur et sont devenus mes amis. Je les côtoie. Donc. Alors, tu as reçu la distinction de chevalier de la Légion d'honneur depuis peu. Elle récompense ton engagement sur l'autisme, justement, via la plateforme que tu as créée, qui est Autisme Info Service. Tes premières pensées quand tu as reçu cette Légion d'honneur, elles ont été pour qui ? Comme tout le monde, on pense à sa famille, c'est-à-dire qu'il y a toujours des légendes comme ça. Oh, un tel, il a eu... je sais, mon grand-père avait eu des médailles pour la Seconde Guerre mondiale. C'est un espèce de héros comme ça, parce qu'il avait fait des actions héroïques. Et donc, m'inscrire moi aussi dans quelque chose qui valorise la famille, quoi. Voilà, j'avais envie de donner de la valeur à mes parents, à mes enfants. Et donc, en étant distingué, c'est-à-dire c'est quand même l'État qui vous dit « vous avez fait quelque chose de bien pour votre pays ». Et ça, c'est extrêmement émouvant, quoi. C'est au-delà de tout. Pour moi, ça a beaucoup de sens et je suis attaché à ces valeurs-là. En fait, les distinctions, c'est pas par orgueil, c'est vraiment par sens des choses, je trouve. Alors avec l'autisme de ta fille Angia, tu aurais pu te replier sur toi-même, mais non. Tu as décidé d'aider les autres. C'est pas commun. Beaucoup de gens restent repliés sur eux-mêmes et essayent de vivre ce qu'ils ont à traverser comme ils peuvent. Pourquoi tu as eu envie de justement partager, informer et créer cette plateforme ? Alors ce qui s'est passé, c'est que moi, c'est les associations qui m'ont aidé. C'est ces parents qui se battent depuis 40 ans là, pour faire avancer la France, qui est engluée dans en tout cas à l'époque, une médecine qui se disait tout savoir sur la question de l'autisme. Et donc les parents étaient obligés de se battre en ramenant des méthodes des États-Unis, d'ailleurs, pour sauver leurs enfants, quoi, malgré les médecins. Et ça a été une horreur. Et eux ont mené tout ce combat-là, qui a entraîné plusieurs plans autisme et qui ont permis à la France de rattraper son retard. Et moi, j'en ai bénéficié de toutes ces aides, toutes ces structures. Et à mon tour, je me disais comment je peux rendre l'appareil, parce que c'est un relais que vous prenez.
Et il y a eu, à un moment, c'était évident qu'il manquait une plateforme, il manquait une espèce de repère, un endroit où on puisse synthétiser toutes les informations, faire un annuaire de ce qui concerne l'autisme en France, de pouvoir répondre au téléphone aux gens, les soutenir psychologiquement, leur donner des réponses concrètes sur comment on monte un dossier MDPH, quels sont vos droits, les droits au travail, même si votre enfant handicapé à la maison, parce que vous ne pouvez pas aller travailler, parce que votre enfant, le centre dans lequel il accueille est fermé. Vous avez des droits là-dessus ou pas? Et voilà, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, avec Florent Chapelle, qui est aussi un papa concerné, et on a monté cette structure en allant chercher de l'argent dans les grosses fondations. Et puis, maintenant, c'est devenu un service public. Donc, c'est génial. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Je voudrais mettre aussi en avant tes engagements qui vont au-delà de l'autisme. Quels sont tes premiers souvenirs d'empathie ou d'entraide en tant qu'enfant? Il y a un truc dont je me rappelle, heureusement d'ailleurs, adolescent, je détestais Noël, parce que j'avais vécu des Noëls un peu malheureux. Et donc je haïssais cette fête qui n'était réservée qu'aux gens qui ont une famille heureuse, soudée et accueillante. Et donc, adolescent, j'allais au secours populaire organiser Noël. Je l'ai fait plusieurs fois. Et j'entraînais les copains avec moi. Parce qu'il y en avait toujours dont les parents étaient séparés. Et le Noël n'était pas non plus quelque chose de très exaltant. Et je lui dis, viens avec moi. Et en fait, c'était génial. Parce que vous vous retrouvez, donc c'était une table, on aide à organiser, à mettre en place et tout, puis après on s'occupe de sa table. C'est des gens qui vivent dans la rue, ou alors qui sont dans une situation familiale ou sociale désespérée. Et ce soir-là, c'est vous animez la table. Ce sont des gens qui ont du mal à parler, qui ne se racontent pas, qui sont intimidés, qui ont du mal, qui sont rejetés d'habitude. Et là, tout d'un coup, vous allez faire en sorte qu'ils passent une belle soirée. Et au bout d'un moment, ils commencent à se raconter, à se livrer. Et vous dites quand même que vous avez sacrément de la chance, quoi. Et c'était plaisant, c'était drôle, c'était sympa. Et puis vous rentrez chez vous, vous dites, voilà, j'ai fait quelque chose de bien, donc c'était pas mal. Après, vous êtes parrain, vous donnez un peu d'argent et tout ça. Mais vraiment, les moments concrets, après, ça a été rentré au conseil d'administration d'Action contre la faim, d'aller sur des missions. Puis là, il y a beaucoup de... Je travaille, en tout cas, avec pas mal d'associations, comme Moteur, qui s'évertuent à demander aux jeunes de faire un film sur leur modèle inspirant. Donc ça touche... leur modèle inspirant, c'est des gens. Donc ils vont voir des gens, ils font un film sur eux, parce qu'ils les inspirent. Donc ça va être votre prof de judo, votre oncle, je sais pas, un prof, ce que vous voulez. Mais c'est-à-dire, il y a les gens qui vous ont aidé à vous construire d'une façon positive. Et en fait, donc celui qui est filmé est touché parce qu'il ne savait pas à quel point il pouvait avoir un pouvoir d'influence et aussi qu'on se construit à travers les modèles qui nous entourent. C'est ça. Donc c'est pour redonner des repères à des jeunes, des fois souvent dans les quartiers difficiles. Et puis, il y a une association aussi sur le Noma qui lutte contre cette maladie c'est une maladie qui attaque la peau des enfants en Afrique, qui est absolument immonde, alors qu'avec un médicament, c'est simplement, on peut l'arrêter, mais sauf qu'on ne le sait pas forcément. Ensuite, vous voyez, des associations sur l'autisme et puis Earthwake sur l'environnement, quoi, voilà. Pour défendre les causes, tu vas parfois sur les plateaux de télévision, tu interpelles les politiques. Je crois que tu as fait une intervention sur la COP 21, justement sur la pollution plastique. Oui. Tu rencontres... comme j'étais impliqué sur le plastique, on m'a demandé de venir. Tu rencontres donc des décideurs. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ces combats pour les rendre visibles, en fait? À quel moment ça peut être parfois un effort de faire ça? Et à quel moment... t'y vas, parce que parler aux politiques, j'imagine que c'est pas ton quotidien et que des fois, tu as l'impression que tu parles et que t'es pas entendu. Les politiques, c'est certain. Moi, je crois que le pouvoir politique, il ne faut pas être idéaliste par rapport au pouvoir politique. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique. Et en tout cas, la politique ne nous sauvera pas. Elle pourra changer certaines lois qui vont changer la face économique. Mais par exemple, sur la question de la pollution... c'est clair que tant que ça ne rapportera pas d'argent de dépolluer, et pourtant c'est les lois qui obligeront à faire payer les pollueurs.
Je vois une association que je trouve formidable qui s'appelle Bloom Ouais. et qui lutte contre la pêche intensive, les filets dérivants et la surpêche. Et ils se battent. Et on voit au niveau européen, on sait tout ça. On sait très bien qu'on est en train de détruire l'océan, on sait très bien que la surpêche, on sait très bien que les filets dérivants sont en train de racler le fond avec tout ce qu'il y a, donc toute la biodiversité, Tout tuer. qui ne ouais. se renouvellera pas avant très longtemps. Et bien malgré tout, on donne l'autorisation à des chalutiers de plus en plus gros, de l'autorisation de se faire, et dans des zones de pêche protégées. Parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont le droit, ils interviennent, ils vont pêcher dans des zones de pêche protégées. Et si on ne les prend pas la main dans le sac, personne ne dit rien et encore, ils écopent d'une petite amende. C'est-à-dire qu'en fait, on ne protège pas notre espace, on ne protège pas les lieux de vie où on a dit, ben là, voilà, il y a une reproduction naturelle. Non, on ne protège rien. Et donc, je trouve ça assez cynique, dans le fond. Et donc, on se bat à perdre notre énergie contre une espèce de machine qui est la raison économique, tant que ça rapporte de l'argent. Et on peut tout acheter, quoi, tout le monde. Alors, en t'écoutant, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu es un acteur engagé ou un humain engagé ? Parce que moi, en t'écoutant, ce que je ressens, c'est l'humain avant tout. Oui, parce que c'est pas un acteur engagé. Alors, l'avantage d'être une personne connue, c'est que vous pouvez ouvrir les portes plus facilement. Donc, dans une équipe, c'est un peu mon rôle. C'est-à-dire que quand les autres se tapent tout le boulot, moi, je vais ouvrir la porte, j'ai le rendez-vous, j'accélère les choses. C'est ma valeur ajoutée. Après, c'est en tant qu'être humain, oui, bien sûr. Paf, 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 le loup. La question poil à gratter. Qu'est-ce qui t'empêche pas de dormir, mais gâche un peu le goût de tes plaisirs ? C'est pas une phrase de moi, c'était dans la chanson des Restos du Cœur de Goldman. Mhm. Et je trouve que c'est une phrase qui est assez juste. On peut avoir... Il y a quand même des trucs sur lesquels on se bouge pas, mais qui grattent un peu, quoi. Non, mais il y a plein de choses qui meurent, mais la destruction de l'enfance, ouais. La destruction de l'innocence. Mais ça, voilà, c'est pas un sujet, c'est pas une ONG. Moi, je veux dire, Ouais. on est sur ces questions, hein, les femmes battues, les enfants, les abus sexuels, enfin toutes ces choses-là, on est vraiment dessus. Mais je crois que c'est vraiment ce qui je trouve que c'est la misère humaine, quoi. C'est vraiment la misère humaine, c'est quand on s'attaque à l'enfance, quoi. Alors, tu as 3 enfants d'âge différents, donc 2 générations différentes. Est-ce qu'il y a des combats qui parlent plus à leur génération, aux uns aux autres, qu'à la tienne ? Oui, forcément. Oui, je pense que l'environnement, c'est une question forte pour eux. Ouais. Moi déjà, j'avais été jeune, j'étais sensibilisé à la pollution. Hein. C'est des questions dont on parlait. Tu vois, la pollution dans les années... Moi, ma jeunesse, c'est les années 70, quand j'étais vraiment gamin, quoi. J'avais 10 ans, ouais, en 75. Je me rappelle, c'est les premiers moments où on alertait sur les pollutions sur les plages. Les gens, ils venaient, ils laissaient toutes leurs ordures sur la plage et ils repartaient. Donc on a commencé à mettre des poubelles sur les plages en disant non. Donc on a éduqué un peu les gens à prendre soin de l'environnement. Et nous, on était assez touchés par toutes ces questions de pollution. Et aujourd'hui, c'est devenu même presque angoissant, quoi. C'est-à-dire quand on voit donc tout est lié à ça aujourd'hui. C'est-à-dire quand on voit les feux à Los Angeles, quand on voit des endroits surtout dans l'hémisphère sud, on ne comprend plus rien aux saisons. On rentre dans une zone inconnue où le climat se dérègle et on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc pour la jeunesse, c'est assez angoissant, hein, comme héritage. Ils disent voilà, on sait que les bonnes volontés ne suffiront pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je pense que il va y avoir peut-être, on verra. Je pense qu'il va y avoir une radicalisation des gens qui vont œuvrer pour la nature, je pense. On a vu, tes engagements sont pluriels. C'est quoi le moteur qui déclenche l'envie de t'engager ? C'est une rencontre ? C'est une expérience ? Oui. À la fois, il y a un truc personnel, par exemple, sur l'environnement. Ça a été... à l'époque, je voyageais beaucoup, donc j'allais en Afrique, j'allais en Asie, et je voyais des petits villages reculés qui étaient noyés sous le déchet plastique. Les enfants jouaient dedans, il y avait plein de moustiques, donc ça développe le paludisme, plus le cheptel qu'ils mangent, donc quand meurt. Après, je faisais du surf dans des endroits magnifiques, mais remplis de déchets plastiques. Donc vous êtes dans l'eau en train de ramer, puis vous êtes dans les déchets, vous dites non, mais on devient fou, quoi. Donc il y a à la fois une prise de conscience, et puis après, j'appelle des gens, je pose des questions, et puis on m'oriente sur des gens, puis voilà, on va construire un projet.
Justement, tu peux nous parler de ce que vous faites avec Earthwake ? Alors, c'est vrai qu'on développe des technologies pour valoriser le déchet plastique. En fait, la gamberge, c'est si ça a de la valeur, ça va stimuler le ramassage. Parce que c'est ça le problème dans tous ces pays émergents, c'est qu'il n'y a pas de ramassage. C'est pas comme ici, là, il n'y a pas le camion poubelle qui passe, quoi. Donc tous les autres déchets, ils les gèrent très bien. Mais il y a un déchet qu'on ne peut pas gérer si on n'a pas une technologie, il faut de la techno. C'est un déchet complexe, c'est le plastique. C'est de la chimie qui a inventé ça. Et donc, pour gérer cette pollution, il faut des outils qui sont un peu onéreux, quoi. Et donc, nous, on travaille depuis 10 ans à développer de la technologie pour rendre accessible. En tout cas, l'idée, c'est de le transformer en énergie. Et en l'occurrence, on aimerait bien en électricité. Et on travaille là-dessus. On a fait des proof of concept. Donc, c'est la preuve que ça marchait, que ça fonctionne. Et maintenant, il faut l'industrialiser. Et c'est la partie la plus complexe. Ouais. Donc, on travaille à ça. Mais sinon, on a des actions quand même concrètes où on envoie du matériel. Donc là, c'est plus du recyclage, je dirais, presque artisanal. Donc, dans les îles Kerkena, c'est en Tunisie, où les pêcheurs pêchent avec des nasses en plastique. Parce qu'après, quand elles étaient usées, ils les jetaient dans la mer. Donc, pour qu'ils arrêtent de les jeter, on les récupère et on les broie et on essaie de les recycler. Et au pied de l'Everest aussi, il y a plein de villages qui sont extrêmement touchés par le tourisme de montagne. Oui. Donc c'est autant ceux qui vont grimper en haut de l'Everest que ceux qui font du trekking autour. Et ils sont noyés sous le déchet plastique. Il faut savoir que c'est 2 heures de route de Katmandou. C'est au Népal. C'est des petits villages qui sont loin de tout. Et qui donc n'ont pas de ramassage d'ordures. Donc, n'ont pas de solution. Donc, on leur envoie du matériel pour... Mais ça, c'est plus pour faire des petits objets, des choses comme ça, de façon à le vendre aux touristes. C'est un peu l'idée que ceux qui viennent là, et qui polluent repartent au moins avec un petit objet un peu symbolique du coin, quoi. Donc, on fait des yaks, des petites sculptures de yaks en plastique. Quand tu portes publiquement une cause, comment tu gères les critiques ou les haters ? Tu les ignores ? Ouais, je les entends pas. Mais c'est toujours délicat. C'est-à-dire qu'après, on vous accuse... les gens mal intentionnés, parce que quand même le monde est rempli de jaloux et de rageux, hein. Il fait ça pour se faire de la pub, ou moi, en tout cas, c'est des actions concrètes, quoi. Alors, je dis pas qu'on réussit à tous les coups. J'espère qu'on va réussir à l'arrivée, mais au moins on aura tenté un truc. Et l'autisme, j'ai dû en parler parce que pour faire avancer la cause, pour la faire bouger, il a fallu que je me dévoile. J'en ai pas parlé pendant quelques années. Puis, à un moment donné, on monte une association, il faut trouver des fonds, il faut en parler, et il faut faire bouger les lignes. Et moi, j'ai un métier, quoi. Donc, du coup, un bon linge soit à personne. Au début, je voulais en faire un scénario, puis du coup, j'arrivais pas à le monter. Donc, j'en ai fait un livre. Et puis j'ai réussi à monter d'autres films sur le sujet, des téléfilms. T'en fais pas, je suis là, tu ne tueras point. Voilà. Et donc, c'est ma façon aussi de faire bouger les lignes, d'avancer. Alors, s'engager dans des causes, c'est aussi faire des belles rencontres, enfin, des rencontres en tout cas, parce qu'on n'est pas tout seul à se battre. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué ou qui t'a inspiré particulièrement dans toutes ces causes ? Il y avait un mec génial, c'est Jean-Christophe Ruffin. Quand je suis rentré à Action contre la faim, il était le président. C'est lui qui dirigeait Action contre la faim. Et les conseils d'administration étaient géniaux. Parce qu'il était drôle, fin, tellement cultivé. Et c'est quand même un des mecs qui avait monté Médecins sans frontières. Ensuite, il monte Action contre la faim. Enfin, ça a été un acteur... donc, c'est un médecin, lui, au départ. Hein. Et donc, ensuite, il s'est mis à écrire. Et donc, prix Goncourt. Là, il est académicien, Académie française. Et c'est un mec formidable. À la fois de simplicité, c'est un aventurier, c'est un voyageur. Et il comprend très bien tous les axes géopolitiques. Donc, il est extrêmement cultivé, autant en histoire que, je vous dis, sur ce qui se passe sur cette planète, quoi. Et il a une analyse qui est foudroyante, à chaque fois tellement juste. Donc, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. Il a la poésie des créatifs, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de se dire il y a une solution. Bien sûr qu'il y a une solution, bien sûr. C'est juste le temps qui, des fois, est très très long avant que les choses bougent. J'ai peur, moi je sais qu'on va trouver des solutions, mais j'ai peur que d'ici qu'on trouve les solutions, il y ait beaucoup de souffrance et beaucoup de dérives. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors pour finir cet entretien, parce qu'on arrive déjà à la fin, c'est dommage, ça passe trop vite, je vais te poser des questions rapides et tu vas me répondre sans trop réfléchir ce qui résonne en toi. Si je te demande de me citer un artiste qui t'a bousculé. Quand j'étais jeune, j'admirais Marlon Brando. J'ai eu la chance de jouer Un train me nommé Désir. Un morceau de musique qui te reste en tête. Cachemire de Led Zepp. Et tu pourrais... Parce que ça dure 10 minutes, c'est long. Et c'est ta-la-la, 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 ta-la-la. Ça monte doucement, ça vous prend aux tripes. C'est comme une machine qu'on ne peut pas arrêter comme ça, mais c'est un trip. C'est très viscéral en fait. Donc j'aime beaucoup. Alors puisque tu as commencé au théâtre, une pièce de théâtre que tu n'oublieras pas. Il y a une pièce de Feydeau que j'ai jouée qui s'appelle Occupe-toi d'Amélie et j'ai dû apprendre, parce que l'acteur qui jouait ça s'est blessé, il a fallu le remplacer au pied levé et j'ai appris le texte, c'est 300 pages, hein. J'ai appris le texte en 3 jours. Ah, t'as mis des fiches partout chez toi ? Non, j'étais à la Comédie Française, donc ils vous mettent quelqu'un qui vous lâche pas. Et vous mangez, il vous fait le texte, vous petit déjeuner, mangez, déjeuner, dîner, toute la journée. Et en 3 jours, j'ai appris le texte. Et le 4e, je jouais. Wow. Et c'est un souvenir complètement dingue. Le dernier film que tu as aimé ou que tu as vu au cinéma ? Ou à la télé ? Souleymane, c'est pas le dernier, mais bon, là, il me vient en tête. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film ? Ce sans-papier qui arrive et qui est en état de survie, ça me parle, quoi. Et puis ce parti pris aussi dans la façon de le filmer, on a l'impression j'ai qu'on est adoré, avec lui sur son vélo. Oui, parce qu'on croit que c'est soi-disant caméra à l'épaule et en fait la mise en scène est extrêmement savante. On ne se rend pas compte, il y a plein de moments qui sont complètement coordonnés. Par exemple, à un moment il le suit, il est dans le métro, il est en train de courir, le métro arrive et ils l'ont fait à l'arrache. Mais il fallait que ce soit hyper coordonné, il rentre dans le métro, la caméra le suit. C'est parfait quoi. Et donc j'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré le parti pris et le sujet vous embarque. Ouais, le sujet vous embarque parce que d'abord, l'acteur qui n'était pas acteur, mais qui a été extrêmement bien casté et qui est foudroyant de vérité, parce que c'est son regard qui parle, et le désespoir, les espoirs, l'envie d'avoir une place dans cette société est tellement forte. C'est dur, il faut savoir que nous, on est un pays qui fait envie, quoi. Y a des gens partout sur la planète qui ont du mal à manger de la viande, des fois même une fois par semaine, et qui se disent que dans ce pays, il y a du bonheur, quoi. Enfin, en tout cas, il y a un équilibre qui fait que les gens ont l'air extrêmement heureux. Et des fois, ils arrivent ici et c'est pas toujours le bonheur qu'ils trouvent. C'est la dureté de cette ville qui les attend pas, qui n'a pas besoin d'eux, et qui leur fait pas vraiment beaucoup de place, quoi. Moi, j'étais à New York quand j'étais jeune, à 20 ans, je suis parti à New York et donc j'avais pas d'argent, donc je travaillais, j'étais coursier et j'habitais à un moment même, je déchargeais les camions dans le Bronx et j'habitais à Harlem. Et j'étais avec une communauté d'Africains, j'avais trouvé un hôtel pas cher et dedans donc il y avait des Ivoiriens, des Sénégalais, tout ça, on habitait ensemble, on faisait à manger ensemble, c'était vraiment super ça, vraiment et donc ils avaient tous les plans boulot, tout ça, et puis et ils me disaient, mais ils étaient super en colère parce qu'ils me disent, chaque fois qu'il y a un mec qui arrive au pays, il nous dit ouais c'est génial, il leur raconte la fable en leur disant il y a des filles partout, il y a de l'argent partout, et ils arrivaient et moi j'en chiais avec eux parce que New York c'était une ville très, très difficile et ils étaient en colère parce qu'il y avait ça, c'est-à-dire que on nous a menti. On nous a menti, mais on nous fait rêver surtout, on nous raconte que c'est facile et que c'est beaucoup plus heureux. Et en fait, c'est pas toujours vrai, quoi. Voilà. Alors, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous parler de tes récents projets et de ceux qui arrivent ? Il y a eu le film Seul sur Yves Parlier pendant le Vendée Globe en l'an 2000, qui avait cassé son main et qui avait tout fait pour pas abandonner. Donc c'était un film sur le courage et un homme qui refuse d'abandonner. Et là, il y a une série qui s'appelle Carpe Diem, que j'ai fait pour TF1 et qui devrait être diffusée bientôt, j'espère, au printemps, on va dire, on ne sait pas quand, qui était super, qui est plutôt humoristique et avec laquelle on s'est beaucoup amusé, quoi. Ouais, parce qu'il paraît que t'incarnes quelqu'un qui a été accusé à tort de meurtre, c'est ça ? C'est un avocat qui a pris 20 ans pour meurtre et qui a passé le barreau en prison et qui sort. Il est avocat
Et en fait, le seul souci, c'est qu'il a été accusé du meurtre de sa femme, qu'il n'a pas tué évidemment. Et donc, il a à cœur de prouver la vérité, de trouver le coupable. C'est pour ça qu'il a passé son droit en prison, c'était pour se défendre et réviser son procès. Et c'est surtout qu'il a une fille, et sa fille, il ne l'a pas vue grandir. Et elle considère que lui, il est le meurtrier de sa mère. Donc, il a fait disparaître sa mère et son père, du coup. Ah oui. Et donc, il va falloir qu'il lui prouve qu'il est innocent, qu'il arrive à retrouver une place de père à ses yeux. Et donc, il y a toute cette quête personnelle. Plus, comme il est avocat, du coup, il résout des affaires. Il a quand même un métier en sortant de prison, quoi. Merci infiniment, Samuel, pour cet échange sincère et inspirant. Merci de montrer la voie en tant que papa et en tant qu'artiste. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode. Mademoiselle Pitchoner en présence de Samuel Le Bihan, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aller découvrir tous les invités qui m'ont fait l'amitié de venir à mon micro. Merci, Mademoiselle Pitchoner.